Bonjour. Merci d'être présent pour cette deuxième rencontre du Café littéraire pour ce festival Nature Nomade, 5e édition, où j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jacques Mayos, traducteur de nombreux ouvrages, notamment aux éditions Gallmeister. Et la question initiale à cette rencontre, c'est traduire le nature writing. On voit déjà que tout est dans le titre. Comment est-ce qu'on traduit une terminologie comme nature writing, par exemple? Avec Jacques Mayos, donc, on va évoquer cette question de traduction qui est très importante, notamment chez quelques-uns des auteurs et des autrices qu'il a traduits, des auteurs américains, souvent, pour les éditions Gallmeister, parmi lesquels le plus emblématique, peut-être, est Édouard Abbé. Donc j'ai ici le livre Désert solitaire, mais il y a aussi Le gang de la clé à molette, Le retour du gang, Le feu sur la montagne, enfin bien d'autres livres que vous trouverez sur la table de vente de la Géothèque ici. Et puis à la Géothèque même, d'autres ouvrages que vous trouverez qui ne sont pas forcément sur la table ici, mais ceux de John Guirache, par exemple Sexe, mort et pêche à la truite. Le Walden de Henry David Thoreau. Il y a des livres de James Cromley qui viennent d'être aussi retraduits. Et on peut aussi citer Sauvage de Jamie Bradbury, qui est vraiment un livre qui a marqué un peu les esprits à sa parution il y a quelques temps. Donc merci Jacques Mayos d'être avec nous. Merci à vous. On va ensemble donc évoquer ces questions de traduction, mais peut-être qu'on va pas faire l'économie d'une petite biographie. Comment est-ce qu'on arrive à ce travail de traduction, qui est un travail d'écriture, on va en reparler, mais complet. Et est-ce qu'on passe par différents biais du chemin littéraire? Comment est-ce que tout ça est arrivé jusqu'à toi? Alors pour moi, c'est arrivé par une trajectoire, des chemins de vie que j'avais pas forcément prévus de longue date ou à l'origine. Ce qui s'est passé, c'est que mon parcours, ma trajectoire, c'est la trajectoire, je dirais, très classique du très bon élève littéraire du système français. C'est bac littéraire, Hippocagne, Cagne, puis la chance d'avoir le concours de Normal Sup et continuer les études d'anglais, les études d'angliciste. Et à l'époque, j'étais vraiment plutôt angliciste, orienté sur la littérature britannique plus que la littérature américaine. Et puis, donc, à l'époque, c'était une maîtrise, puis un DEA, ce qui est Master 1, Master 2, que j'ai fait sur James Joyce, l'auteur irlandais réputé, passionnant mais difficile, et mieux encore... Réputé intraduisible, d'ailleurs. Ah, oui, absolument. Et j'ai fait ma maîtrise et mon DEA sur sa dernière œuvre, Finnegan's Wake, qui m'a complètement passionné. C'est réputé illisible, intraduisible et pas écrite en anglais, puisque en réalité, dans cette œuvre monstre, Joyce mêle et fait des concaténations pour créer des mots nouveaux à partir de plus de 90 langues différentes, alors avec un cœur de langues européennes, saxonnes, scandinaves, germaniques, françaises, latines, etc. Et c'était ça qui me passionnait dans cette œuvre, ce côté monstrueux. Et ça marchait très bien pour moi. J'ai participé à des colloques internationaux, publié quelques articles de chercheurs. Voilà. Et puis je me suis retrouvé en thèse. Et là, ça a commencé à être un petit peu différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais un peu perdu le fil de mon intérêt. Ou alors, il y avait aussi ce côté thèse que je voyais comme une énorme montagne. On en parlait tout à l'heure des montagnes, mais une énorme montagne impossible à gravir ou très, très difficile à gravir. Une échéance très longue de 3 ans, mais en lettres, on sait que les thèses mettent plutôt 4, 5, voire 6 ans facilement, etc. Donc
une échéance longue et j'avais du mal à m'y mettre, à me lever le matin pour me dire allez, j'avance, faut que j'écrive, faut que je... Et parallèlement, à Normal Sup, je m'étais inscrit à un séminaire de sociologie dirigé par un professeur qui s'appelait Jean-Michel Chapouli, qui travaillait beaucoup sur la sociologie américaine et qui utilisait une partie de son budget de labo de recherche à faire traduire, faire connaître, publier en France et en français donc des sociologues américains comme Howard Baker, comme Everett Hughes et d'autres, et pour faire traduire ces textes, il piochait un peu dans le vivier d'étudiants qu'il avait sur place, et dans ce cadre-là, moi j'avais dit ça doit être sympa, je vais m'inscrire pour traduire ces textes de sociologie. Et je me suis retrouvé donc dans cette situation où j'avais des contrats, c'était un vrai travail payé pour être publié réellement, et souvent des textes un petit peu courts, des articles destinés. Et je constatais que le matin, je me levais en étant raisonnablement content de me mettre au travail. Voilà, j'avançais dans le texte. Le soir, j'arrêtais et j'étais raisonnablement content du travail accompli, content à la perspective de ce qui me restait encore à faire pour le lendemain, etc. Et puis, dans un temps pas incroyablement long, le recueil paraissait. Je recevais cet objet qui à l'époque, ça me semblait magique et merveilleux d'avoir le livre là, qui est paru, que les gens vont acheter, vont lire. Et au bout d'un moment, j'en ai un peu tiré les conséquences. Je constatais que j'aimais faire ça. J'aimais faire passer une pensée, un texte d'une langue à l'autre, participer à la création de livres, et j'en ai un peu tiré les conséquences en œuvrant à ce que mon travail de traducteur puisse être un peu mon occupation quotidienne jusqu'à devenir mon gagne-pain, et voilà. Et donc j'ai comme ça traduit pas mal de sciences humaines, sociologie, histoire de l'art. J'ai fait aussi beaucoup de guides de voyage pour les éditions Gallimard, et jusqu'au jour où j'ai rencontré Oliver Gallmeister au moment où il allait fonder sa maison d'édition. Donc ça, c'est une chance inouïe, hein, c'est une trajectoire des chemins qui se croisent. Nos chemins se sont croisés, on est devenus amis. Il m'a fait faire des bouts d'essai sur les 2 ou 3 des premiers livres qu'il avait prévu de publier. Il a apprécié mon travail, et puis depuis, donc on était en 2005, depuis, je suis dans la fusée Gallmeister, et je travaille maintenant à peu près exclusivement pour cette maison d'édition. Mmh. C'est intéressant de voir que dans ce parcours, tu commences par traduire de la sociologie, donc peut-être d'avoir une connaissance fine de la société américaine, avant peut-être d'avoir une connaissance fine de la littérature américaine, qui va devenir ensuite ce pourquoi tu es le plus reconnu maintenant. Oui, mais et en même temps, le travail de traducteur, c'est de traduire des textes. Et donc, ça semble assez logique. Oui, non, mais et on trouve le même plaisir à traduire de la sociologie, à rendre une pensée dans toute sa précision et dans toutes ses nuances, que dans la littérature plus tard à travailler sur un peu d'autres aspects. Mais c'est une continuité en réalité. Mais avant que Gallmeister te propose de traduire ces grands auteurs américains,
Tu en avais déjà une bonne connaissance de ces écrivains, alors principalement des écrivains, on va dire, relativement contemporains, des années 50 à nos jours? J'en avais une connaissance assez bonne par la culture générale de mes études d'angliciste et mes goûts personnels, mais finalement pas non plus pas complètement incroyable, parce que aussi ma première trajectoire d'étudiant était plus vers le domaine britannique. Mais on y entre très bien, on se forme en avançant et encore une fois, on a avant tout un texte très qui est là, qui existe, qui est très précis, qui est la partition qu'on doit vraiment suivre et interpréter. Voilà. Alors, justement, tu parles de partition, la partition qu'on a choisie parce qu'il va être difficile de parler de tous les livres que tu as pu traduire pour Gallmeister. La partition qu'on a choisi de suivre, c'est celle d'Édouard Abbey, et principalement autour de Désert solitaire. Qu'est-ce qui est spécifique dans cette question du natural writing déjà, des termes et des terminologies qu'il faudrait expliquer et qu'il faut réussir à traduire, et qu'est-ce qui est, en sous-question à tout ça, spécifique dans l'écriture d'Édouard Abbey, qui est quand même assez particulière à différents endroits, et même à l'intérieur même de son œuvre, il y a une différence assez flagrante entre son écriture de fiction, comme Le Gang de la Clé à Molette, ou des choses plus autobiographiques comme Désert solitaire. Ça fait 3 questions en une. Oui, Édouard Abbey, c'est un grand bonhomme. Alors, je crois que la première partie de la question, elle est un peu commune à tout le nature writing. C'est tout ce qui est taxinomie et ce qui est sans doute, peut-être un peu spectaculaire vu de l'extérieur, c'est tous ces noms d'oiseaux, quoi. Tout l'entomologie, les insectes, les plantes, et ça, c'est sans doute assez spectaculaire. Ça semble être une des difficultés majeures du travail. Et en réalité, pas tant que ça, parce qu'on est justement dans la fonction, une fonction du langage qui est certes très importante, qui est de désigner des choses. Un mot désigne une chose, c'est table, chair. C'est très utile, toutes les langues ont ça, mais c'est justement pas la fonction du langage qui pose le plus de problèmes en traduction, puisqu'on a un mot qui désigne un objet, un mot d'une langue désigne un objet, l'objet existe. Une autre langue désigne cet objet, ce même objet par un autre mot, mais on arrive à retrouver tout ça. Et c'est d'autant plus vrai, plus on va dans ce qui est des questions de taxinomie scientifique, plus on aura une équivalence précise d'une langue à l'autre. C'est-à-dire, en clair, vous tombez sur un nom d'arbre en anglais, vous recherchez sa désignation scientifique en latin, et ensuite, à partir de cette désignation scientifique en latin, vous retrouvez le nom commun français, et on y arrive. Et c'est d'autant plus, aujourd'hui avec Internet et les bases de données, ce genre de choses, le travail est grandement facilité par rapport à ce que j'imagine qu'il était il y a 40 ans. Où ça devait être des jours passés en bibliothèque pour retrouver ou dans les histoires de pêche à la mouche, tel nom d'insecte, etc. Donc ça peut être un petit peu... ça demande de la rigueur, de l'attention, ça peut être parfois un peu fastidieux. Il y a des problèmes qui se posent parfois quand les noms communs utilisés en anglais sont large, alors que le nom scientifique est précis. Il faut s'assurer qu'on est sur la bonne terminologie. Ça peut aussi parfois poser des problèmes. Il peut arriver que
la traduction rigoureusement exacte ne soit pas la bonne traduction dans le texte français final. Par exemple, dans un roman que j'ai traduit il n'y a pas très longtemps, qui se passe dans le sud-ouest des États-Unis, à un moment, il est question d'un chêne. J'ai oublié le nom en anglais, mais il est question d'un chêne particulier. Donc l'espèce, c'est Quercus. On retrouve facilement. Et il se trouve que l'appellation commune française de ce chêne-là, c'est chêne du Maryland. Un chêne du Maryland. C'est comme ça qu'on appelle cette variété-là de chêne en France. Et ça pose problème parce que il est compliqué de mettre dans la bouche d'un personnage local qui est dans le Maryland lui-même, ou proche, ou à côté, etc. On ne peut pas lui faire appeler cet arbre un chêne du Maryland. On ne peut pas lui faire dire mon pote, va donc faire une petite sieste là-bas à l'ombre de ce chêne du Maryland. Parce que alors qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on écrit? Alors, dans ces cas-là, très souvent, on fait un choix. Ça dépend de la nature générale du texte. Est-ce que c'est plutôt un texte, par exemple, si c'est dans Walden, un texte un peu de naturaliste, pour qui parle des variétés avec un regard scientifique, dans un but de... dans ce cas-là, il est possible qu'on mette... un chêne avec une note de traducteur pour expliquer Thoreau parle ici de la variété Quercus machinus, et si on est dans un roman où ce qui compte c'est plutôt l'action, le déroulé de la scène, etc., il est tout à fait possible que se contenter de chêne sans donner la variété plus précise soit finalement la meilleure ou la moins mauvaise des solutions pour la fluidité du texte, voilà. On pourra aussi, dans ce cas-là, s'intéresser à quand même regarder attentivement à quoi ressemble cette variété spécifique de chêne. Un chêne du Maryland, c'est comment? Est-ce que c'est plutôt très grand? Est-ce que c'est plutôt vers les chênes nains, etc. Et il est possible que dans le flot du texte, s'il s'avère que ce chêne a des toutes petites feuilles, par exemple, où on insère une petite précision, au lieu de mettre chêne du Maryland qui sonnerait très faux, on met ce chêne nain. Je ne crois pas que ce soit le cas, hein, mais voilà. Donc il y a des arbitrages comme ça à faire autour du fait que, d'abord, on recherche la terminologie exacte, scientifique. Ensuite, on s'interroge quand même pour savoir est-ce que c'est le bon choix. Souvent, ça l'est. Mais il y a des cas comme ça, et notamment quand l'appellation donne... Il y a aussi des chênes de Californie, et on ne peut pas faire dire à nos personnages sur place ce genre de choses. Voilà, c'est un des domaines. Mais cette question, effectivement, de terminologie est souvent une de celles qui reviennent de la part des lecteurs, et comment c'est ça qui est spectaculaire, mais c'est pas ça qui pose les problèmes de traduction les plus difficiles. Par exemple, j'ai traduit le jeu de la dame récemment, qui a donné cette belle série sur Netflix, un beau roman de Walter Tevis. Et là, on est dans une terminologie tout autre, le monde des échecs. Mais dans tous ces domaines-là, il existe dans chaque langue une manière de dire les choses. On a des joueurs d'échecs, des joueuses d'échecs en France, et on arrive toujours à retrouver les équivalents, et c'est pas ça qui pose les plus grandes difficultés.
Mais par exemple, en France, on aime beaucoup les anglicismes. La preuve, l'appellation même de cette rencontre, traduire le nature writing, qui devient presque maintenant une appellation, un genre à part entière, plus ou moins développé par certains médias. Il y a la notion de wilderness dont je vais lire un extrait dans un instant. Comment est-ce que on fait des choix de traduire, par exemple, quelque chose comme nature writing? Comment on le traduirait? Et est-ce que c'est traduisible? Est-ce que c'est intéressant de le traduire, puisque on a tout un imaginaire qui se développe avec cette notion même, avec l'anglicisme qui va avec? Oui, alors c'est un joli titre de rencontre, traduire le nature writing. La première réaction qu'on peut avoir, c'est bande de feignants, vous auriez déjà pu commencer par traduire le titre. Et effectivement, alors cette idée de nature writing, bon, ça fait référence à tous ces écrivains pour qui la nature est le thème principal, ou ces romans dans lesquels la nature est un des grands personnages. C'est beaucoup les romans des grands espaces américains, etc. Quand on essaie de traduire, on fait beaucoup de phrases. On fait beaucoup de phrases, et je pense d'une certaine manière, il ne faut pas oublier que l'importation directe de mots, de concepts d'une langue dans une autre est une des modalités de la traduction. Et que parfois, importer le mot de la langue originale est la meilleure solution pour la traduction. Et on voit dans l'histoire des traductions, on voit aussi certains mots entrer dans la langue française. Et j'ai un exemple tout simple en tête, c'est un pick-up. Par exemple, un pick-up, un camion avec un plateau ouvert à l'arrière. Et il y a encore 20-30 ans, on ne pouvait pas l'utiliser. Je me souviens au début où j'ai commencé, fin des années 90, début années 2000, j'hésitais vraiment à utiliser un pick-up. D'autant que le pick-up pouvait désigner aussi une platine vinyle. Mais exactement. Encore 40 ans plus tôt, un pick-up. Et par exemple, quand je traduis des romans de Ross MacDonald des années 50 ou 60, je crois qu'il m'est arrivé d'utiliser le mot pick-up pour désigner le lecteur de disques vinyles, etc. Mais une fois que c'est rentré, on l'utilise. Parce que c'est beaucoup plus efficace que camion ou camionnette à plateau ouvert ou ce genre de choses. Et les langues évoluent comme ça, importent les mots. Ça peut prendre un certain temps avant que ce soit acquis. Mais voilà, je rêve du jour où le mot redneck sera vraiment entré dans la langue française, pour redneck qui désigne un peu, on traduit par les bouseux américains, les Américains blancs ruraux, peu cultivés, un peu paumés, etc. Et donc voilà, cette importation-là, c'est une des modalités. Mais en tant que traducteur, c'est une de celles sur lesquelles on a le moins la main. On peut pas soi-même décider que du jour au lendemain, pick-up devient acceptable en français pour désigner le genre de véhicule qu'il désigne aujourd'hui. Je peux pas décider que redneck est aujourd'hui complètement... mais on peut jouer un peu là-dessus, justement en prenant éventuellement l'option de mettre redneck dans le texte français. Alors, je pense que ça peut illustrer un peu notre propos. C'est un extrait de Désert solitaire, donc d'Édouard Labey, un livre originellement publié en 1968, traduit donc par Jacques Mayos, notre invité ce matin. Et il s'agit justement de définir la nature sauvage. Nature sauvage, wilderness. Ce mot, à lui seul, fait musique. Wilderness, wilderness. Nous savons à peine ce que nous entendons lorsque nous prononçons ce mot, mais le son qu'il fait attire tous ceux dont les nerfs et les émotions n'ont pas encore été irrémédiablement abrutis, engourdis, tués par le rude du commerce, la course frénétique pour le profit et la domination.
Qu'est-ce qui confère tant de magnétisme à ce mot? Que veut-il vraiment dire? La wilderness peut-elle se définir dans les termes de l'officiel sabir gouvernemental comme simplement, entre guillemets, un minimum de 5000 acres contigus de zones sans route, fermez les guillemets. Cela constitue peut-être une base essentielle dans une quête de définition, mais c'est insuffisant. Il se joue là quelque chose d'autre. Disons par exemple que la wilderness convoque une nostalgie justifiée, et pas seulement sentimentale, de l'Amérique perdue que nos ancêtres connurent. Ce mot connote le passé et l'inconnu, le giron de la terre d'où nous sommes tous issus. Il dit quelque chose de perdu et quelque chose d'autre encore. Quelque chose de lointain et d'intime en même temps. Quelque chose d'enfoui dans notre sang et dans nos nerfs. Quelque chose qui nous dépasse, quelque chose d'infini. Pur romantisme, certes, mais ce n'est pas une raison pour le rejeter. Sans constituer toute la vérité, la vision romantique est une part nécessaire de toute la vérité. Mais l'amour de la nature sauvage est plus qu'une soif de ce qui est toujours hors d'atteinte. C'est aussi une affirmation de loyauté à l'égard de la terre, cette terre qui nous fit naître, cette terre qui nous soutient, unique foyer que nous connaîtrons jamais, seul paradis dont nous ayons besoin, si seulement nous avions les yeux pour le voir. Le péché originel, le vrai péché originel, est la destruction aveugle par simple appât du gain de ce paradis naturel qui nous entoure, si seulement nous en étions dignes. Voilà un petit extrait donc de Désert solitaire d'Édouard Abbey, dans la traduction de Jacques Mayos pour les éditions Gallmeister. Lui-même cherche à définir cette notion de wilderness. Il ne fait pas l'économie de plein de mots pour réussir à la définir, et il y a de très belles notions qui entrent en jeu, comme cette question de la nostalgie. À ce moment-là de traduction, alors je ne sais pas à combien de temps elle remonte, donc peut-être il n'y en a pas le souvenir exact, mais qu'est-ce qu'on laisse ou pas justement de ce mot anglais, wilderness, enfin américain en l'occurrence, et à quel endroit il faut doser ce qu'on laisse de la langue originelle? Alors, là, en fait, effectivement, ça remonte un petit peu à loin, mais là, en fait, la première question, c'est qu'est-ce que je fais de wilderness qu'il commente, et donc la décision qui s'impose, c'est de garder le mot américain. D'autant que dès la première ligne, il parle de la sonorité du mot. Voilà, c'est ça, il parle de la sonorité, et puis il l'explique, il le décline sous beaucoup de formes. Et donc, c'est aussi parce qu'il y a toutes ces explications qu'il donne, tout ce qu'il brode autour de ce terme, qu'en tant que traducteur, on peut garder justement le terme d'origine. Ce terme d'origine qui est par ailleurs effectivement difficile à rendre en français. Souvent on utilise l'expression nature sauvage qui fonctionne bien quand même dans beaucoup de cas. Wilderness, c'est construit sur wild, l'adjectif qui veut dire sauvage, et donc c'est tout ce ça désigne toute la nature réputée laissée intacte par l'homme. Mais il y a aussi cette notion d'immensité qu'on a du mal à traduire en français, aussi parce qu'on n'a pas les paysages nécessaires à comprendre cette immensité. Est-ce que, par exemple, quand on traduit Édouard Abbey ou d'autres, pendant la traduction, on a un peu envie d'aller voir comment c'est exactement sur place? Ah oui, c'est sûr qu'on adorerait avoir pour chaque projet, pour chaque roman, pour chaque livre, avoir une petite bourse de résidence et de voyage, passer 2 mois sur les lieux où l'action se passe. Et vous parliez de sauvage tout à l'heure, qui se passe en Alaska, dans le monde des mushers, les courses à chiens de traîneau, donc dans la neige, etc. On aimerait bien y aller, et en même temps, en tant que traducteur, j'ai encore enfoncé une porte ouverte, mais on traduit des textes, on traduit pas des paysages. On traduit pas des auteurs, on traduit vraiment des textes exprimés
quelque chose du paysage, exprimer quelque chose de la nature, ça c'est le boulot de l'auteur ou de l'autrice. Et on présume que l'auteur ou l'autrice l'a fait et l'a bien fait. À nous, traducteurs, de restituer ça dans une langue différente. De restituer ça avec le plus de précision, le plus de complétude et le plus de fidélité au texte d'origine. Mais avant tout, le souci premier, c'est le souci du texte, phrase après phrase, de restituer le texte. Tu as beaucoup traduit Édouard Abbey pour Galdemeister. Il y a plusieurs livres, peut-être une petite dizaine maintenant. Qu'est-ce qui est spécifique dans son écriture? Et d'ailleurs, pour ce désert solitaire, avec ce petit sticker marqué culte depuis 50 ans, tu as obtenu 2 prix prestigieux de traduction. Donc, c'est pas anodin, c'est vraiment un travail, une œuvre autour d'un auteur que tu suis, que tu traduis peut-être de plus en plus finement, j'imagine, ou en tout cas, donc tu comprends de mieux en mieux l'écriture et les enjeux. Oui, alors Édouard Abbey, c'est un auteur assez fabuleux à traduire par le côté pyrotechnique vraiment de sa langue, où il arrive à mêler des descriptions extrêmement poétiques des paysages ou des levées ou couchers de soleil ou des phénomènes naturels ou donc avec extrêmement de poésie, souvent une langue très très allitérée, beaucoup d'allitération dans son écriture. Donc de la poésie, de la réflexion sur l'écologie, sur la préservation de la nature, la manière dont le monde capitaliste, le monde des promoteurs, etc., détruit la nature. Donc poésie, réflexion, colère, parfois. Et ça donne une langue qui, dans le texte original, a quelque chose de spectaculaire, quelque chose on se dit waouh, waouh, waouh. Et du coup, quand on le traduit et qu'on arrive à restituer ça, ça donne quelque chose qui effectivement peut frapper. Et je suis pas très étonné si j'avais dû recevoir 1 ou des prix de traduction sur tous les. Je suis pas tellement étonné que ça tombe sur Édouard Abbey, justement parce que à l'origine il y a ce côté spectaculaire, mais c'est pas nécessairement plus dur à traduire que certaines écritures beaucoup plus blanches, beaucoup plus subtiles, enfin beaucoup plus neutres, des écritures qui sont vraiment travaillées pour être simples et fluides, mais qui semblent faciles, mais qui en réalité tiennent à un fil. Et si on casse ce fil, on passe dans le gnangnan ou dans le plat, etc. Je pense par exemple à un roman comme En attendant Eden de Elliot Ackerman, qui est ce genre d'écriture qui n'a vraiment rien de spectaculaire, mais qui tient qu'à un fil. Mais Abbey, c'est assez jouissif à traduire pour tous ces côtés-là, quand on arrive à restituer ce qu'il donne d'une description de cette nature, en plus en conservant des allitérations ou un rythme poétique, etc. Là, on se dit, c'est super, c'est quand même vraiment chouette. Oui, parce que peut-être ce qu'on n'a pas vraiment souligné dans ta présentation biographique au début de cette rencontre, c'est que tu es écrivain, mais que peut-être la traduction a pris toute la place. Mais tu me disais hier, quand on s'est rencontrés, que finalement, ton œuvre d'écrivain, c'est la traduction maintenant. En tout cas, c'est assumé comme tel, c'est-à-dire que c'est... D'ailleurs, il y a souvent cette espèce de confrontation qui a souvent été formulée. Est-ce que traduire, c'est trahir, adapter, traduire, c'est pas la même chose exactement? On fait toujours une œuvre un peu d'écriture, si ce n'est de réécriture, quand on traduit un auteur.
Ben oui, absolument, et de façon très très concrète. Hein, mes journées de travail, mais au quotidien, semaine après semaine, ma journée de travail consiste à lire un texte en anglais et à écrire un texte en français. Donc c'est très concrètement un travail d'écriture, un travail d'écrivain. Alors c'est vrai qu'il y a très longtemps, au début des années 2000, j'ai publié 3 petits recueils de nouvelles qui sont sympas, que j'aime bien et j'ai beaucoup aimé faire. Mais mon envie et mon besoin d'écriture est aujourd'hui complètement assouvi dans ce travail d'écriture sous contrainte. Hein, c'est vraiment une sorte de travail d'oulipo, de contrainte extrême d'écriture, c'est-à-dire on a un texte qui existe déjà dans une langue étrangère, on doit produire un texte en français, donc les contraintes sont très fortes, mais c'est justement ça que j'aime dans l'écriture, c'est le travail du détail, le travail vraiment du mot, de la phrase, pour coller à une contrainte donnée. Est-ce qu'on entre en résonance aussi personnelle avec les autrices ou auteurs qu'on traduit? Alors, par exemple, Édouard Abbey, comme tu le disais, est assez vif, parfois très politique, très engagé dans certaines choses très précises, comme évidemment la défense de la nature. Il est assez contre le capitalisme dominant. Enfin, on l'a vu un tout petit peu dans l'extrait que j'ai lu, mais il y en a bien d'autres. Est-ce que ça, c'est des notions qui confortent ou avec lesquelles on prend de la distance, ou est-ce qu'on est en empathie avec l'autrice ou l'auteur qu'on traduit? Est-ce qu'on s'identifie presque? Alors, c'est presque psychanalytique. Hein. Ouais, non, mais quand on se plonge dans un travail qui va durer 2 mois, 3 mois, peut-être parfois plus, de traduction d'un roman, on peut pas s'empêcher de s'en imprégner. On passe 5 heures, 6 heures par jour à avancer dans le travail, et donc par osmose, ça nous infuse complètement, et en même temps on a forcément ce regard distant qui tient au fait qu'on doit faire ce pas de côté, cet écart pour passer d'une langue à l'autre, exact. Donc on a ce regard un peu réflexif sur les et forcément je pense qu'on devient proche de ces textes-là, de ces auteurs-là, que ce soit Walden ou Abbey, ça nous imprègne, et je pense qu'il est certainement difficile de traduire des auteurs qui auraient des idées radicalement que je considérerais comme radicalement inacceptables. Hein, on m'a jamais proposé de traduire ce genre de texte, mais je pense que c'est là la limite que je mettrais sur si on proposait de traduire des auteurs qui développent des idées néo-nazis ou ce genre de choses. Voilà. Il se trouve que par ma sensibilité propre, je me sens effectivement très proche de Abbey, de Thoreau, voilà, ce genre de choses. Alors, le cas de Henry David Thoreau est intéressant, tout comme récemment aussi James Cromley, c'est-à-dire la question de la retraduction. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de retraduire ? Alors peut-être qu'il n'est pas nécessaire de retraduire, mais pourquoi certains éditeurs se disent « Tiens, il faudrait retraduire tel ou tel auteur ?» dans pas mal de genres d'ailleurs littéraires, comme la science-fiction par exemple. Ça me vient, je suis pas du tout un lecteur de science-fiction, mais on m'avait dit qu'il y a beaucoup de grands auteurs qui sont très mal traduits parce que ça a été fait un peu rapidement pour des raisons plus populaires que littéraires, et on est en train de réévaluer ça ces derniers temps.
comment on accueille la proposition d'une retraduction, par exemple, d'Henry David Thoreau ou de Crumley ou d'autres qui ont déjà été publiés en France et avec un certain succès? Ouais. Alors cette question de la retraduction, elle est vraiment complexe et on pourrait passer beaucoup de temps à en parler. Il y a des domaines et des cas un peu différents. Par exemple, tu parlais de la science-fiction. Il y a les romans, les polars également qu'on retraduit. Je retraduis par exemple toute l'œuvre de Ross MacDonald dans ce cadre-là. Dans ce domaine-là, très souvent, les œuvres originales avaient souffert à l'époque, dans les années 50, 60, 70, 80 encore, de traductions qui étaient pas du texte intégral. On demandait aux traducteurs de faire des coupes pour que les romans rentrent dans un nombre de pages fixe, la série noire par exemple, donc des coupes très importantes, jusqu'à 20-25% du texte original. On a vu aussi des traductions qui tirait beaucoup les polars vers un argot. Un argot voyou, une langue comme ça un peu rentre dedans, parce que d'une part, on avait peu de considération pour l'auteur, parce que le genre était considéré un peu comme un sous-genre, donc on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Et donc dans ce cadre-là, ça a souvent justifié des retraductions. Et donc c'est le cas par exemple pour Ross MacDonald que je traduis. Voilà. Et pour Crumley, le cas est un peu différent. Crumley a été publié en France chez plusieurs éditeurs différents, avec plusieurs traducteurs différents et des degrés de qualité différents. Certaines traductions étaient bonnes, certaines avaient vraiment besoin d'être refaites. Et là, l'idée, c'était d'offrir à Crumley tout rapatrié sous un même toit, avec un même traducteur. Donc parallèlement, on avait ces genres polar, science-fiction, etc., qui, pour aller très très vite, je pense, ont souffert du fait qu'on les considérait comme des sous-genres, et que donc on avait le droit de faire un peu ce qu'on voulait avec la matière première du texte. Parallèlement, on avait ce qu'on appelle la grande littérature, qui, elle, de son côté, a souffert de traductions qui pouvaient, par exemple, édulcorer ou embellifier, je ne sais pas si le mot existe, la langue originale américaine notamment, et on a des traductions de Faulkner qui sont merveilleuses dans tout ce qui est descriptif, etc. Et puis où on a des paysans du sud des États-Unis qui parlent un français très châtié, quasiment à faire les concordances des temps au subjonctif passé et ce genre de choses, parce que alors eux c'était des grands auteurs américains, donc de la grande littérature, donc de la belle langue. La belle langue au sens où, en France, on a l'Académie française et des institutions comme ça qui font que... et donc... la grande littérature, avec toutes les guillemets qu'il faut, a elle aussi souffert de traductions biaisées par un a priori qu'on avait. Et en France, on est quand même, quand on a un certain âge, on a en tête la fameuse tirade de la guerre des boutons, « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Et qu'on a tous reçu comme quelque chose d'à la fois complètement scandaleux, cette faute de français, et ou très audacieux de la part de l'auteur d'avoir glissé. C'est rien du tout. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. En termes d'écart par rapport à la norme, etc., c'est vraiment rien du tout. Et la littérature anglophone, et notamment américaine, a depuis bien longtemps
travaillé à restituer des parlers populaires, des parlers paysans, des parlers régionaux, etc. Voilà, alors que bon, donc il y a toutes sortes de raisons possibles pour retraduire un texte, sans compter une évolution des rapports entre nos deux cultures respectives qui étaient il y a 50 ans, dans les années 50, 60, étaient encore quand même très hermétiques les unes par rapport aux autres, et puis petit à petit, notre culture générale de lecteurs et lectrices français s'est retrouvée complètement imprégnée aussi de données du monde américain qui font que aujourd'hui on peut, l'exemple du pick-up de tout à l'heure, on peut garder ces réalités anglaises. Alors je ne sais pas si ça va être explicite parce que j'ai choisi un peu rapidement les extraits, mais je voulais justement faire cet exercice de lire 2 traductions de Walden d'Henry David Thoreau. Je vous rassure, pas en intégralité, juste un fragment. La première, c'est la traduction de Louis Fabulet pour les éditions Gallimard en 1922, et je lirai ensuite le même extrait traduit par Jacques Mayos pour Gallmeister. Examinons un moment ce qu'en grande partie peuvent bien être le trouble et l'anxiété dont j'ai parlé, et jusqu'où il est nécessaire que nous nous montrions troublés ou tout au moins soucieux. Il ne serait pas sans avantage de mener une vie primitive et de frontières, quoique au milieu d'une civilisation apparente, quand ce ne serait que pour apprendre en quoi consiste le grossier nécessaire de la vie et quelle méthode on a employée pour se le procurer. Sinon de jeter un coup d'œil sur les vieux livres de comptes des marchands, afin de voir ce que c'était que les hommes achetaient le plus communément dans les boutiques, ce dont ils faisaient provision, c'est-à-dire ce qu'on entend par les plus grossières épiceries. Car les améliorations apportées par les siècles n'ont eu que peu d'influence sur les lois essentielles de l'existence de l'homme, de même que nos squelettes, probablement, n'ont pas à se voir distingués de ceux de nos ancêtres. Et voici la traduction de Jacques Mayos. Attardons-nous un instant sur les causes de l'essentiel des tensions et angoisses que je viens d'évoquer et demandons-nous jusqu'à quel point nous devons réellement en être affectés ou du moins y être attentifs. Il serait avantageux de vivre une vie primitive à la façon des pionniers, même au cœur d'une civilisation matérielle, ne serait-ce que pour découvrir quels sont les besoins vitaux bruts et quelles méthodes ont été employées pour les obtenir, ou même de consulter d'anciens registres de marchands pour voir ce que les hommes achetaient le plus dans leurs boutiques, pour voir quelles sortes de biens ils emmagasinaient, pour voir en somme quels produits sont les plus vitaux. Car les progrès du temps n'ont eu que peu d'impact sur les données fondamentales de la vie humaine. Nos squelettes ne sont sans doute en rien différents de ceux de nos ancêtres. Bon, le texte est certes, vous dit la même chose, mais pour ma part, et je ne parle que pour moi, il y a un livre que j'ai réussi à lire et l'autre pas. Pourtant, l'origine est la même. Alors, il y a une petite centaine d'années de différence entre les 2 traductions. Et puis, c'était pas pour dire du mal de monsieur Louis Fabulet, qui, en son temps, a probablement fait du mieux possible, mais on sent dans cette version Gallimard quelque chose de très ampoulé, des constructions de phrases un peu alambiquées, et j'ai l'impression, en ayant lu ta traduction de Walden, que l'écriture originale de Thoreau n'est pas du tout aussi complexe. Elle est très précise, mais elle est probablement pas aussi complexe dans sa construction. Alors, j'ai des souvenirs du texte original qui sont un peu trop lointains pour que je puisse vraiment commenter là-dessus. J'ai fait moi aussi de mon mieux, comme Louis Fabulet. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. En tout cas, retraduire quelque chose d'aussi, on va dire, emblématique, voire iconique que Walden, ça pose des questions particulières ? Je mentirais si je ne disais pas que ça génère un stress un peu particulier, toutes ces histoires de retraduction, parce que on sera forcément un peu plus attendu au tournant que sur un texte inédit, parce que
Bon, mais c'est quelque chose qu'au quotidien, tout simplement, j'essaie de mettre le plus de côté possible, d'oublier le plus possible, et je traduis effectivement les textes comme si j'étais le premier à les traduire. Hein. Je ne lis pas les traductions existantes, je ne les utilise pas, ne serait-ce que pour éviter des questions de propriété intellectuelle qui pourraient éventuellement se poser si ma traduction n'était qu'une retouche de traduction existante. C'est vraiment des traductions intégrales, complètes. Mais oui, il y a un stress un peu particulier, parce que là, c'est un cas où les gens pourront comparer, et bon, voilà, mais c'est le jeu. Ça fait partie aussi du plaisir. Alors ça fait un bon moment qu'on discute tous les deux, mais vous avez peut-être des questions, des remarques, des envies de réaction, et si vous en avez, et que vous voulez bien les faire dans le micro, puisque nous enregistrons tout ça, ça serait bienvenu, parce que je pense qu'on va pas tarder à conclure cette rencontre. Avez-vous quelques réactions? Oui. Alors je vais essayer de venir jusqu'à vous. C'est pas gagné. Je suis pas bien sûr d'avoir assez de longueur de câble. Ouais. Je voulais réagir par rapport à votre première intervention, parce que vous nous avez expliqué que la traduction du mot qui désigne un objet n'était pas la chose la plus difficile pour vous, mais sans nous dire ce qui était le plus compliqué, en fait. Voilà. Ouais. Effectivement. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est... comment dire le travail de traduction, c'est pas un passage à l'horizontale d'une langue A, pour ce qui me concerne l'anglais, à une langue B, le français. C'est, dans un premier temps, l'identification de ce que la langue A produit. Donc on a une patate là, c'est l'anglais. L'anglais, avec une flèche que je pourrais appeler produit avec ses moyens spécifiques une patate en haut qu'on va appeler sens. Hein, c'est l'essentiel, c'est sens. Qu'est-ce que ça dit? Mais on peut appeler ça aussi effet. Qu'est-ce que ça produit? Donc sens, ça dit quelque chose, ça raconte quelque chose. Il y a des effets éventuellement poétiques, humoristiques, ça fait rire, ça émeut, etc. Mais c'est la langue anglaise qui, avec ses propres moyens spécifiques, produit ça. Donc le travail du traducteur, c'est d'abord, dans un premier temps, d'identifier la patate du haut de la façon la plus précise et la plus exhaustive, la plus complète possible. Et la difficulté, c'est ensuite d'oublier la langue anglaise et de la patate B, langue française, qui, elle, dispose de moyens spécifiques complètement différents de l'anglais. Si vous voulez, une boîte à outils différente, des matériaux différents, avec cette boîte à outils-là, restituer les effets produits par la langue de départ. Et la difficulté de la traduction, c'est quand les moyens de la langue de départ sont vraiment très différents des moyens dont nous disposons dans la langue française. Et donc, pour reprendre, pour le cas de la taxinomie, la terminologie, les noms d'insectes, les noms d'oiseaux, etc., on a le cas où la désignation est simple et directe depuis la première langue, et la restitution depuis le français sera tout aussi simple et tout aussi directe, à part les petits moments différents dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce qui est compliqué à traduire, c'est
Bon, peut-être prendre un exemple simple, vraiment très simple. En anglais, on dit he broke his leg. He broke his leg. Et en français, on dit il s'est cassé la jambe. Hein, donc, on a deux manières vraiment très différentes d'exprimer les choses. Si on traduit he broke his leg par il a cassé sa jambe, on dit quelque chose de tout différent en français. C'est ces moments-là. Et quand en plus, dans la patate du haut, on a du sens, un contenu à restituer, sur lequel se grève, comme c'est souvent le cas, mais j'allais dire chez Abbé, mais c'est le principe même de la littérature, sur lequel se greffent des questions d'allitération, des questions de rythme de la phrase, etc. C'est tout ça qui est compliqué à restituer. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre... D'autres questions, ouais. Et alors, enfin, en attendant d'autres questions, mais par exemple, j'avais donné l'exemple du jeu de la dame pour dire aussi que ces histoires de terminologie se résolvent finalement assez rapidement. Et par exemple, en anglais, les pièces du jeu d'échecs ont des noms différents. Il y a bishop. On ne va pas traduire par évêque en français, c'est le fou dans le monde des échecs, donc ça c'est simple. Les difficultés que j'ai eues dans la traduction du jeu de la dame, c'était par exemple dans les descriptions des parties d'échecs. C'était pas du tout la terminologie, mais c'était plutôt le fait que l'anglais, par exemple, a des pronoms possessifs genrés sur le possesseur, ce qui n'est pas le cas en français. Et donc on a l'héroïne qui est une femme qui joue aux échecs, qui est ce prodige des échecs. On aura des phrases telles que she took her bishop, elle prit son fou, mais en anglais her veut bien dire que c'est son fou à elle. Mais on pourra avoir par exemple she took her bishop and took his pawn. Elle prit son fou et prit son pion. Le premier fou, c'est le sien à elle, et ensuite elle va capturer le pion à lui, l'homme qu'elle affronte. Et donc la difficulté, c'était ni bishop ni pawn, c'était comment faire pour qu'en français, on comprenne très clairement à qui appartient quoi, qui joue quoi, et qui prend quoi, etc. Et c'est là que ça joue. Et parfois, il faut rajouter, elle prit son fou à elle. Et on est obligé de rajouter à elle. Parfois, il y a d'autres manières de faire. Parfois, le contexte est assez clair pour... Et je me suis rendu compte dans ces scènes de parties d'échecs que ces difficultés-là, c'est des difficultés qu'on rencontre typiquement dans les scènes de bagarre, et dans les scènes de sexe, où son point dans sa figure, il faut savoir le point de qui, la figure de qui, la main sur la fesse dans les histoires de sexe, c'est sa fesse à lui, donc, et au bout d'un moment, je me suis dit, ça c'est marrant, ces difficultés que j'ai traditionnellement dans les scènes de bagarre ou dans les scènes de sexe, elles sont de façon très dense dans les matchs, dans les parties d'échecs, que Bèze joue avec ses adversaires et qui sont effectivement un mélange de bagarre et de sexe en fait. Voilà. Peut-être que comme pour les paysages, il faudrait y être pour le comprendre. Ouais. C'était une mauvaise blague. Madame, vous aviez une question? Oui, je voulais savoir si vous êtes arrivé de rencontrer l'auteur ou l'autrice que vous traduisiez, et si vous, peut-être même un auteur ou une autrice qui connaissait un peu la langue française et qui portait un regard sur votre traduction. Et donc, est-ce que ça aurait pu entraîner des discussions intéressantes, en fait? Oui, alors...
pendant longtemps, j'ai blagué avec Oliver Gallmeister sur le thème tu me donnes que des auteurs morts à traduire. Donc j'ai rencontré pas Abbé, il est mort depuis trop longtemps. Thoreau, c'est pas la peine. Mais j'ai effectivement quand même quelques auteurs vivants, certains que j'ai pu rencontrer, et certains avec qui je suis devenu ami. Et alors, notamment, je suis devenu vraiment très ami avec Benjamin Whitmer, auteur de romans noirs, vraiment que j'adore. On est devenus amis, il a à peu près mon âge, il a une fille et un fils à peu près de l'âge de mes filles, qui eux-mêmes sont devenus copains, et donc c'est très chouette, c'est très sympa. Aucun des auteurs que j'ai pu rencontrer, américains, n'a une quelconque connaissance ou maîtrise du français qui lui permettrait d'avoir quelque chose à dire sur la traduction. Ça ne m'est pas arrivé. Par ailleurs, le fait de rencontrer ou de connaître l'auteur est humainement chouette. C'est vraiment chouette. Ça n'a pas forcément d'intérêt incroyable en termes de travail réellement, en termes si ce n'est que ça peut faciliter le joker coup de fil à un ami, coup de fil à l'auteur, dans les cas qui arrivent malgré tout, même si on essaie de faire en sorte que ce soit le plus rarement possible, où on est vraiment perplexe face à une phrase ou un petit passage du texte original. On peut envoyer un mail pour dire confirme-moi que je comprends bien ça comme ça doit être compris, ou est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail. Si on est ami avec la personne, c'est plus simple, on hésite moins, on prend moins de... Mais voilà. Mais j'ai encore jamais traduit d'auteur qui maîtrise le français. Donc... ils travaillent ils sont obligés de faire confiance et de s'en remettre aux commentaires des gens qui ont travaillé sur la traduction. Mais ouais. Je vous propose une dernière question, parce qu'on va conclure la rencontre. Si vous avez une dernière question, après, Jacques, je pense que tu es disponible pour signer quelques livres à la librairie et peut-être voir d'autres personnes. Oui, c'est sur ma feuille de route. On m'a dit après, tu vas là-bas. Donc si vous n'avez pas le temps là d'exprimer tout ce que vous aviez à dire. J'irai m'asseoir là-bas derrière. Mais peut-être une dernière question avant de conclure. Ouais. Je voulais savoir si tu avais des rêves encore de traduction d'auteurs qui te tentent. C'est peut-être très compliqué à dire, mais ou sinon, si on peut quand même avoir une petite idée de ce sur quoi tu vas travailler dans les prochaines années. J'imagine que tu sais ça quand même assez à l'avance. Des auteurs que je rêverais de traduire, c'est vraiment très difficile à dire, et je suis tellement gâté là, je suis vraiment l'enfant gâté de la traduction depuis que j'ai rencontré Oliver Gallmeister. Par exemple, si vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, j'aurais dit que j'aurais adoré traduire ou retraduire Chandler. Les auteurs comme ça, les grands classiques du roman noir. Bon, alors j'ai pas retraduit Chandler, j'ai retraduit Ross MacDonald, son comparse, ou vraiment la même. Et donc sur ce plan-là, je suis comblé. Je pense que si on me proposait de traduire de la science-fiction, ça pourrait me plaire aussi. Mais j'ai traduit... Non, je suis vraiment comblé, à la fois en variété, polar, nature writing, grand classique. J'ai traduit, ils ne sont pas encore parus, mais j'ai traduit Tom Sawyer, Huckleberry Finn, des choses comme ça. Donc, dans l'histoire, dans les genres différents, et par ailleurs,
j'ai constaté il y a déjà quelque temps que c'était probablement une bonne chose pour moi que d'accepter, de dire oui à tout ce que Oliver Gallmeister me propose, quel que soit le genre, pour justement changer de domaine, changer d'époque, et ne pas me couler dans ce qui pourrait être ma pente facile, ou sous la fameuse zone de confort, on parle beaucoup, dont il est, dit-on, bon de sortir de temps en temps, mais je pense que, par exemple, si je traduisais que du roman noir à détective hard-boiled façon Ross MacDonald, au bout d'un moment, il est possible que l'attention se relâche et qu'on perde un peu la spécificité du texte précis qu'on est en train de traduire, pour se dire qu'on n'est plus en train de traduire qu'un genre. Et c'est ce qui était déjà arrivé à ces pauvres auteurs à l'époque, où on ne traduisait pas des textes particuliers, mais on traduisait un genre dont on se faisait une idée a priori, pour un lectorat dont on se faisait aussi une idée a priori, et au final, on avait des textes coupés, voilà. Donc je suis très heureux de travailler sur commande, de dire tu vas faire ça, le prochain ça va être ça, le prochain ça va être ça. Donc là, très concrètement, je pense que le prochain ça va être un Ross MacDonald, qui est un petit peu la variable d'ajustement dans la gestion du planning du travail chez Gallmeister, parce qu'il y a 18 romans avec le détective Blue Archer qu'on retraduit tous, et donc quand il n'y a pas s'il y a un petit flottement en attendant le prochain roman inédit, par exemple d'un auteur qui travaille actuellement, en attendant, je peux toujours faire un Ross MacDonald. Donc je crois que ça va être ça. Là. Je viens de rendre un Crumley, je vais enchaîner sur un Ross MacDonald. La vie est belle. C'est pas mal. Tu es bien occupé. Merci beaucoup, Jacques Mayos, pour cette rencontre. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous d'être venu, c'est toujours étonnant. Vous dire rapidement 2-3 choses. Il y a de quoi se restaurer juste à côté, au bar. Il y a donc la librairie de la Géothèque qui s'est déportée ici dans le muséum, où Jacques va pouvoir signer quelques livres. Tu peux signer Édouard Abbé d'ailleurs. Et puis on est faussaire, on est faussaire jusqu'au bout. Traducteur, mais jusqu'à un certain point seulement. La prochaine rencontre dans ce café littéraire, c'est tout à l'heure à 14h30 autour de 4 femmes. 2 voyages, un désert. Je vous laisse avec cette annonce et on termine tout à fait, puisque c'est mon tropisme radiophonique, avec un rien de musique, un magnifique projet qui s'appelle Abra, qui est basé sur les textes du journal d'Henry David Thoreau. On écoute le morceau Walden.